Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors c'est pas encore l'Égypte, mais c'est mieux que rien. Champollion sort pour la première fois de sa vie donc de France. Il ne perd pas une minute, il va visiter toutes les plus belles villes italiennes et les plus belles collections égyptiennes. La plus importante se trouve à Turin. Le chemin vers Thèbes et Luxor passe par Turin. C'est ce qu'il dit lui-même après avoir visité le tout nouveau musée des collections égyptiennes. Et cette affirmation n'est pas vraiment exagérée. Le musée de Turin abrite la plus importante collection d'œuvres égyptiennes après le musée du Caire. Ses origines sont encore un camouflet pour l'État français. Lors de l'expédition de Bonaparte, un certain Bernardino Drovetti, homme d'origine piémontaise, région qui appartient encore à la France en plus, suit de près l'équipe de savants engagés par le futur empereur. Nommé consul, il va creuser, fouiller, acheter, constituer une collection considérable d'objets égyptiens. Et très prudent, il attend le retour des Bourbons au pouvoir en 1815 pour rentrer au pays et il propose au roi Louis XVIII d'acheter sa collection. Mais le souverain refuse parce qu'elle est par trop marquée, si vous voulez, par le sceau napoléonien. Il craint également que ça lui coûte trop cher. Qu'à cela ne tienne, Drovetti fait la même offre au nouveau roi de Piémont, Charles Félix, qui, lui, accepte avec enthousiasme. Ainsi naît donc le musée égyptien de Turin, la première institution muséale exposant des œuvres d'art de l'ancienne Égypte, en tout 5268 objets qui nous sont passés sous le nez. Encore une réussite de Louis XVIII. Il ouvre ses portes en 1824, donc l'année durant laquelle Champollion séjourne donc en Italie. Le musée comprend également une papyrothèque, une précieuse collection de papyrus antiques parlant de sujets divers. On y trouve entre autres le terrible procès des concubines de Ramsès III ou des documents compromettants relatifs aux affaires peu reluisantes d'un embaumeur du temps des Ptolémées. Il tombe entre autres sur un document extraordinaire appelé Canon de Turin, la liste des rois qui se sont succédés sur le trône d'Égypte jusqu'à Ramsès II, avec l'indication de la durée du règne de chaque souverain. Il s'agit alors de la seule liste objective de rois égyptiens. Tous ces écrits sont une véritable mine d'or, vous imaginez, pour Champollion, toujours en quête de papyrus et de signes hiéroglyphiques. Un an plus tard, il apprend qu'un navire de retour d'Égypte vient d'accoster à Livourne, avec à son bord des centaines d'objets égyptiens à vendre appartenant à la collection de Drovetti. Champollion saute sur l'occasion. Il veut absolument que la France achète ses œuvres pour créer le premier musée égyptien. L'inestimable collection Drovetti attise les convoitises et fait l'objet d'une véritable compétition internationale. L'enjeu pour la France est à la fois scientifique et symbolique également pour ce pays vaincu en Égypte par l'armée anglaise, puis en 1814 et puis ensuite encore en 1815. Eh bien, cet achat prestigieux vient à propos pour regagner en assurance et restaurer son prestige au niveau international. Le rapport d'expertise de Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, serait donc décisif. Pas question donc de reproduire la même erreur qu'en 1815. Charles X acquiert donc la collection et ordonne la création d'une galerie égyptienne au sein du musée du Louvre. Et qui est nommé conservateur de cette nouvelle collection ? Je vous le donne en mille. Jean-François Champollion, bien sûr. Enfin, une reconnaissance officielle. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le roi le fait chevalier de la Légion d'honneur la même année. Quelle émotion, quelle fierté. Alors vous me direz, ça doit être encore plus extraordinaire d'être fait chevalier de la Légion d'honneur, donc une récompense créée par Napoléon qui adorait Champollion et qui lui est remise par le roi Charles X. Il lui appartient désormais d'organiser le nouveau musée Charles X. Il classe les œuvres par thématique. C'est une révolution. Une de plus. Son but est de présenter aux visiteurs les chefs-d'œuvre égyptiens et les placer à égalité avec les œuvres grecques et romaines. En effet, jusqu'ici, l'art égyptien est un peu considéré comme grossier, barbare en comparaison avec l'art gréco-romain. Il s'attache à faire redécouvrir et mieux comprendre toute l'histoire des anciens Égyptiens au grand public. Et pour ça, il rédige lui-même un guide proposé à l'entrée du musée intitulé « Notice descriptive des monuments égyptiens du musée Charles X ». Le visiteur y découvre le numéro de l'œuvre, quelques lignes d'informations sur l'œuvre et sur la civilisation égyptienne. Il signe comme ça l'acte de naissance de la discipline muséologique française. La nouvelle galerie égyptienne du Louvre ouvre ses portes en décembre 1827. Le succès est immédiat. Le grand public se presse pour admirer ces chefs-d'œuvre, beaux et déroutants à la fois. L'Égypte, enfin, est à la portée de compréhension de tout le monde.
Mais Jean-François n'est toujours pas allé en Égypte, et ça ne saurait tarder. Léopold II, grand-duc de Toscane, souverain passionné d'art et d'histoire. Il s'apprête à parrainer une expédition de scientifiques qui ont l'intention de remonter le Nil. Le duc de Blacas entend parler du projet, il court au palais et met tout en œuvre pour convaincre Charles X de s'associer à cette expédition. Alors le roi hésite, il hésite longtemps, mais finalement il donne son accord. Il envoie donc quelqu'un pour collaborer avec les savants italiens. Et à votre avis, qui va y aller ? Champollion, mieux même. Il est nommé à la tête de l'expédition franco-toscane, c'est évident. Pour lui, c'est quand même un jour de fête. Il va enfin fouler la terre de ce pays qu'il aime tant et qui l'attire depuis son plus jeune âge. Enfin, imaginez un peu, il va pouvoir compléter et vérifier la chronologie des pharaons. C'est l'occasion aussi de démontrer que sa méthode s'applique à l'ensemble des textes hiéroglyphiques de toutes les époques. Le souverain de l'époque, Mohamed Ali, qui n'est pas du tout le boxeur bien sûr, ouvre la porte de l'Égypte aux étrangers et fait bon accueil aux artistes fascinés par ces monuments, notamment par les représentations ornant les parois des tombes et les murs des temples. Les premiers dessinateurs sont anglais. Ils arrivent peu à peu dans les années 1820-1830. Ils se connaissent, s'estiment, entretiennent des relations courtoises parce qu'ils partagent tous la même passion, reproduire fidèlement les monuments anciens. Et s'il leur arrive de collaborer les uns avec les autres, chacun évidemment préserve farouchement son indépendance. Ils ne reçoivent aucune aide évidemment du gouvernement, ils travaillent à leurs propres frais, ils dessinent tous les sites importants, Gizeh, Saqqara, Beni Hassan, les tombes, les temples de Thèbes, ils s'aventurent jusqu'en Haute-Nubie, et si leurs travaux nous sont parvenus jusqu'à nous, ils n'ont jamais été publiés malheureusement, ils en profitent pour constituer des collections d'antiquités qu'ils vont ramener en fait en Angleterre. Et donc l'expédition de Champollion est la première à être composée de Français et d'Italiens. Notre bonhomme débarque donc à Alexandrie en août 1828. Là, c'est la métamorphose. Le rat de bibliothèque laisse la place à l'explorateur. Digne d'Indiana Jones, il quitte les vêtements européens pour endosser le costume local, carrément. Il se laisse pousser les cheveux, il se laisse pousser la barbe, il enroule sa tête dans un turban, il porte l'habit turc, il se promène partout avec un cimeterre à la ceinture. Il est dans son rôle, il le vit carrément, il part en mission vraiment scientifique aux côtés des savants italiens, dont son remarquable et compétent disciple, l'orientaliste pisan Ippolito Rossellini, professeur de langue orientale. Ils dirigent tous les deux une équipe constituée de 12 savants, des artistes, des dessinateurs, des archéologues et des architectes. Parmi eux se trouvent des artistes de renom comme Nestor Loth, Alessandro Ricci. Leur principal objectif est d'étudier les principaux sites archéologiques du pays, bien sûr. Il s'agit donc de la première mission d'envergure à se rendre en Égypte pour recenser les monuments anciens. Le consul de France en Égypte présente Champollion au pacha Mohamed Ali le 24 août. C'est un homme tourné vers l'avenir de son pays et qui n'hésite pas, pour moderniser les infrastructures, à détruire de splendides monuments antiques. Champollion se porte alors au secours de ce patrimoine en danger. Il tente de convaincre le pacha d'arrêter cette folie destructrice. Il essaie également de le sensibiliser au problème du pillage des tombes, au trafic d'œuvres antiques. Mais le pacha est dur à convaincre. Il voit vraiment pas pourquoi cette espèce d'étranger comme ça s'alarme pour tous ces bâtiments en ruine, vieux et moches, qui n'intéressent absolument plus personne, à part quelques visiteurs comme ça de passage. Faut pas oublier que le tourisme n'existe pas. Mais Champollion se montre plus obstiné que lui, et il va finir par gagner la bataille. Le pacha, en remerciement de l'État français pour son soutien indéfectible, propose de lui offrir des obélisques du port d'Alexandrie. Champollion leur préfère les 2 obélisques du temple de Luxor, couverts d'inscriptions hiéroglyphiques. Là aussi, il gagne son combat. Le pacha donne son accord pour que l'équipe étudie librement les sites archéologiques pendant 17 mois. Et la mission commence. Champollion ne veut rien laisser au hasard. L'équipe composée de 14 savants doit cartographier le pays dans son entièreté, relever l'ensemble des monuments, copier toutes les inscriptions hiéroglyphiques gravées sur les murs des temples ou peintes sur les parois des tombes. Tout ça en 17 mois. On peut dire que c'est véritablement un des 12 travaux d'Hercule.
2 bateaux se répartissent les destinations, Champollion régit la vie à bord, c'est l'occasion rêvée pour lui de confirmer la validité de ses travaux de traduction et d'apporter un nouveau regard sur l'histoire de l'Égypte ancienne, en rétablissant l'ordre exact des 77 pharaons, en définissant le rôle des divinités ou en reconnaissant le mode de vie des anciens Égyptiens. Il tient absolument à collecter toutes les inscriptions hiéroglyphiques et dessiner tous les temples du pays. Il veut tout voir, réaliser le plus de relevés possible. Il corrige sur place les anciennes transcriptions parce qu'il a pris soin d'emmener avec lui, évidemment, les planches des textes de ses prédécesseurs. Les lettres qu'il envoie à son frère constituent un véritable journal de voyage. Il y note tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il pense. On sait tout de lui. À Thèbes, il va y passer 4 jours, il court de merveille en merveille, il visite les temples de Luxor, de Karnak, il recopie tous les noms des rois inscrits sur les parois et les colonnes. Il s'aperçoit qu'il faut refaire entièrement la chronologie de la 18e dynastie, compléter la 20e, il réalise des relevés des 2 obélisques du temple de Luxor, il s'extasie de leur beauté et des colonnes de signes hiéroglyphiques qui les recouvrent. Pendant l'expédition, il ne fait pas qu'exécuter bien sûr des relevés ou visiter les tombes. Il rapporte en France de véritables trésors archéologiques qui prennent directement le chemin du département des Antiquités du Louvre. Ce qui nous illustre son désir ardent de partager ses découvertes et sa vocation avec ses compatriotes et de leur faire porter un regard nouveau sur l'art égyptien si différent des chefs-d'œuvre grecs et romains. Il remonte le Nil jusqu'à la 2e cataracte, parvient au temple d'Abou Simbel en Nubie, dans l'actuel Soudan. Cette étape marque la conclusion de son long combat. Il trouve le temple en partie ensablé, il fait déblayer l'entrée, il est insatiable, À l'intérieur, l'atmosphère est étouffante, il fait plus de 51 degrés, mais quelle merveille! Les murs sont recouverts de récits de batailles menées par le pharaon Ramsès II, notamment la fameuse bataille de Kadesh. Un grand texte gravé entre 2 colonnes attire l'attention de Champollion. Il s'agit d'un dialogue entre le roi et le dieu Ptah qui scande sur 32 lignes toute une litanie de cartouches royaux. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.